Produire de la chaleur, de l'électricité, mais aussi de l'eau froide pour nos climatiseurs grâce à la mer, tout cela est possible à l'énergie thermique des mers, alternative à l'énergie fossile. Cela sera l'un des sujets phares de cette table ronde. Pourra-t-on un jour se passer de nucléaire grâce à la manne bleue? De nouveaux métiers naîtront-ils de ces avancées? L'ETM, les éoliennes en mer et le photovoltaïque, on le verra, révolutionneront-ils les pratiques, notamment dans le domaine de la pêche ou des transports maritimes? Alors, tous ces sujets vont être débattus maintenant avec un panel d'experts et de porteurs de projets. Monsieur Marwan Bejgan, qui est directeur général d'Énergie de Martinique, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, tous d'ailleurs. Je ne peux pas le répéter 6 fois, mais c'est très gentil d'être venu. Monsieur Guyard, directeur adjoint de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement à la DEAL, bonjour. Monsieur Kremer d'Akuo Anti, donc vous êtes responsable d'Akuo Anti à Akuo Energy Group. Bonjour. Monsieur Laurent Bellemare, donc vous êtes directeur de l'AME, l'Agence martiniquaise de l'énergie. Monsieur Michel Durand, directeur d'EDF Martinique. Et monsieur Richard Osmin, du cabinet d'ingénierie CERTA Conseil, études, réalisations, techniques avancées, thermalisme. Merci à tous d'être venus. On va essayer de commencer par planter le décor. On va planter le décor avec vous, monsieur Guyard, si vous le voulez bien. Ah oui, pardon, j'oubliais. Les élèves de l'EGC, c'est très important parce qu'ils ont planché sur le sujet très longtemps. Donc, ils ont fait aussi une introduction sur ce sujet. On va écouter leur contribution et ensuite, je reviens à vous. Bonjour à tous. Le sujet que je veux vous présenter aujourd'hui est « Et si la mer nous prêtait son énergie ?» De nos jours, avec l'épuisement des ressources naturelles qui nous servent d'énergie, en l'occurrence le pétrole, mais aussi à cause de leur impact sur notre environnement, les scientifiques tentent depuis plusieurs années de trouver une alternative durable et écologique afin de pouvoir alimenter nos écoles, nos hôpitaux, nos villes en électricité. Les énergies fournies par la nature sont considérées comme les sources inépuisables d'énergie. Le vent, les rayons du soleil, les courants marins, l'énergie thermique de la mer constituent les énergies de demain. Aujourd'hui, dans le monde, de nombreuses productions d'énergie se font grâce à ces forces inépuisables que la nature nous offre, avec les fermes photovoltaïques, les parcs éoliens et maintenant avec les éoliennes marines en Bretagne. C'est donc pourquoi nous nous posons la question suivante. Dans une île propice à l'utilisation des énergies renouvelables, quelles sont les perspectives d'avenir en matière d'énergie? La mer, étant la ressource la plus présente autour de nous, est-elle la solution? Dans une île comme la Martinique, les sources d'énergie renouvelable exploitées sont nombreuses. Nous avons la chance de pouvoir déjà exploiter les ressources suivantes: le solaire, l'éolien, la biomasse, la bagasse, le thermique, mais aussi les gaz à effet de serre. Compte tenu de l'augmentation croissante de la demande, il convient de trouver des alternatives plus écologiques en matière de production d'énergie. Comme les énergies citées ci-dessous sont déjà exploitées sur notre île, une nouvelle énergie tend à être utilisée. C'est l'énergie géothermique des mers. Cette énergie sera exploitée lors de la réalisation du projet Nemo en Martinique, qui consiste à créer une centrale exploitant cette énergie géothermique des mers, placée au large de la centrale de Bellefontaine. Ce projet unique dans la Caraïbe permet d'obtenir une électricité issue de ressources propres et écologiques. Cependant, on remarque qu'il nécessite un entretien difficile qui peut perturber la faune et la flore. Son utilisation est limitée car dans un premier temps, il ne concernera qu'une partie de la population. Il s'agit d'une opportunité pour la création d'emplois car elle permettra de relancer l'activité économique de la Martinique sur le long terme. Ce concept innovant nous offre de grandes possibilités de développement. Il s'agit d'un investissement coûteux qui demande des fonds adéquats. Il faut aussi prendre en considération les associations et les syndicats qui militent pour l'environnement afin d'en faire des partenaires. En termes d'image et de notoriété, la Martinique gagnerait un rayonnement international. En termes de savoir-faire, qui aurait des répercussions sur de nombreux secteurs tels que le tourisme, le BTP, le commerce et la finance.
Merci beaucoup aux étudiants de l'EGC d'avoir planté le décor avec autant d'applications. Monsieur Guyard, donc, je suppose qu'ils ont cité déjà certains éléments. Les énergies à terre, on sait, sont très limitées, y compris le photovoltaïque. Quelles sont les différentes options possibles en mer? Oui, bonjour à nouveau. Donc, je suis Gilbert Guyard, je suis le directeur adjoint de l'ADEAL et j'ai en charge les transports, les risques naturels et technologiques, l'énergie et la construction. Donc je vais un peu préciser le discours qui a été tenu là, qui était vraiment très général et puis mais bien cadré. Et je vais revenir donc à l'échelle de la Martinique strictement. La diversification des énergies est un impératif en termes de sécurité d'approvisionnement. Une notion donc, qui n'a pas été abordée dans une économie insulaire et aussi en termes de gaz à effet de serre. Le développement des énergies renouvelables à terre connaît de fortes contraintes, je vais y revenir, et l'exploitation du gradient de température, c'est-à-dire la différence de température dans la mer, est une solution de diversification du mix énergétique de la Martinique. La Martinique dépend encore à 95% des énergies fossiles, c'est un très mauvais score. Le réseau électrique n'est pas interconnecté. En cas de rupture d'approvisionnement qui surviendrait, et il y a bien des causes pour une rupture d'approvisionnement, il peut y avoir une crise internationale, une crise dans les transports, une crise pétrolière. Donc eh bien, la Martinique s'arrêterait, hein, puisqu'elle dépend du carburant fossile. Alors c'est un vrai problème pour la sécurité énergétique, vous vous en doutez. Même si on a mis en place un système de stock stratégique, on demande donc à des opérateurs de stocker des réserves, mais ce sera un problème grave du fait qu'on dépende toujours du pétrole énormément. Alors donc l'alternative, ce sont les énergies renouvelables. Alors pourquoi elles ne se développent pas à terre? Alors j'espère que mon voisin et mon autre voisin ne me contrediront pas trop. Alors il y a des contraintes à terre. D'abord il y a le foncier. Hein, on est sur une petite île et apparemment la surface ne va pas augmenter dans les années qui viennent. Il y a aussi des conflits d'usage hein, entre les sols. En premier lieu l'agriculture. Hein, faut-il mieux planter ou nourrir des animaux que faire une ferme photovoltaïque par exemple? Il y a l'urbanisation bien sûr. Pour les éoliennes, alors la contrainte foncière est moins grande hein, puisque l'emprise est petite. Par contre, il y a des contraintes en termes de paysage, par exemple, puis en termes tout simplement de gisement de vent. Hein. Le côté intéressant, c'est le côté atlantique, évidemment, et notamment nord-atlantique. Donc il y a des études là-dessus. Et puis pour ce qui concerne la géothermie haute température, on a des sites qui sont prometteurs, hein, comme la montagne Pelée ou alors les Anses d'Arlay. Simplement, à ce stade-là, ils n'ont pas encore été évalués et on n'a pas prouvé qu'on pouvait les exploiter de façon économique. Alors, donc une solution pour diversifier. Vous voyez hein, que les solutions, quand même, sont assez bouchées à terre. Et puis donc une solution, effectivement, c'est de regarder vers la mer. Donc il s'agit d'exploiter, et là c'est pas généralisable, hein, contrairement à ce que disaient les personnes, là, il s'agit d'une caractéristique des mers chaudes, hein, qui sont donc chauffées par le soleil en surface et qui à 1000 mètres restent fraîches. Donc c'est pas transposable par exemple en Bretagne, hein, il faut bien être clair. Donc on va exploiter le gradient de température un peu comme un frigidaire, mais il y a une source chaude, une source froide. Donc la source chaude va être en surface, toujours, bon ça sera précisé par mon voisin, environ 28 degrés, et puis à moins 1100 mètres, donc je crois 7 degrés, voilà 6-7 degrés. Alors donc ça permet de faire ce qu'on appelle un moteur thermique, hein, et puis donc on met sur une plateforme des échangeurs. Et grâce à l'ammoniac, on va pouvoir faire évaporer ou condenser et produire de l'électricité. Alors, ça paraît simple. Le principe est connu depuis longtemps, depuis le début de la thermodynamique. Hein, il y a eu quelques essais, mais il y avait des verrous technologiques très importants à lever. Alors, le premier, c'était peut-être de favoriser les échanges de chaleur. Donc il a fallu fabriquer des condenseurs ou des évaporateurs avec énormément de tubes. Je crois que c'est de l'ordre de 70 000 tubes, par exemple, dans un de ces composants.
Le deuxième défi technologique, c'était évidemment de descendre un tuyau à 1100 mètres qui pendouille sur une plateforme et qui va chercher l'eau. Donc ça, c'était pas possible il y a peut-être 10 ans, hein, parce qu'on va utiliser des matériaux issus de la recherche. Donc voilà, je vais arrêter là ma petite présentation introductive. Simplement dire déjà que c'est une première mondiale, après je laisse la parole aux autres. C'est une première mondiale et une vraie chance pour la Martinique, d'une part de faire un pôle de compétences ici, mais aussi de diversifier l'origine de notre énergie. D'accord, surtout que tout est possible. Costa Rica, depuis quelques jours, est au 100% énergie renouvelable. Ils ont fait un pari, ils essaient de battre un record du monde, de tenir 75 jours au 100% énergie renouvelable, ce qui est quand même exceptionnel pour un territoire aussi grand. Donc effectivement, sur 1100 km², je pense qu'on pourrait y arriver. Ce n'est pas une utopie au regard d'un tel pays, même si on est un peu plus industrialisé peut-être à l'échelle de notre île. Monsieur Rosemin, donc justement, vous disiez qu'il y a des choses qui ne sont pas transposables en Bretagne, évidemment. Il y a aussi quand même une réflexion qui est menée nationalement, évidemment, sur l'énergie marine, qui est issue notamment du Grenelle de l'environnement. Oui. Je voulais juste parler de compléter ce que disait l'ADL au niveau de la Terre. Il y a une partie de la Terre qui s'appelle l'eau qui va à la mer, puisque nous sommes une île bassin, une île littorale. Et pendant des siècles, la Martinique a exporté en utilisant les ressources des moulins à eau qui avaient des rendements extrêmement faibles, où il n'y a aucun problème de propriété, puisque ça se faisait déjà. Et pour ceux qui sont ici, vous allez visiter l'usine de Dillon, vous verrez l'arrivée d'eau qui alimentait le truc. Non seulement on a décidé de ne pas exploiter cette hydraulique, alors que ça pourrait faire tout un système. On va repasser à la mer, même si les rivières vont toutes à la mer. Ensuite, l'énergie thermique des mers, je pense qu'Akio en parlera mieux que moi, mais il y a quelque chose qui existe actuellement d'une manière standard, c'est le système SWAC, qui est le Sea Water Air Conditioning, qui est un système de climatisation qui est très développé dans le Pacifique, même développé aussi dans des pays comme la Suède. Dont M. Durand parlera tout à l'heure. Plus précisément. Et donc, c'est cette technologie qui nécessite très peu de différence de température, permet aussi, puisqu'on parle d'emploi, d'utiliser des plongeurs. Tout à l'heure, nous avons parlé de déconstruction, et des plongeurs et des gens avec des chantiers d'insertion, donc ça pourrait se faire. Et si on peut le faire dans le Pacifique, pourquoi ? C'est parce que dans le Pacifique, l'électricité est vendue à son prix, alors qu'ici, elle est vendue au tiers de son prix de revient. Et donc, ça n'incite pas les gens à investir dans les énergies renouvelables. Monsieur Rosemin, sur le Grenelle de l'environnement. Sur le Grenelle de l'environnement, dans le Grenelle, on a décidé de développer 4 activités marines. Monsieur en a parlé, c'est-à-dire en France en particulier, on utilise des hydroliennes parce qu'il y a des courants. Les études qui ont été faites en 2007, on n'en a pas refait depuis, dit que nous avons une très faible capacité au niveau des courants. Actuellement, on fait des courants des hydroliennes dans la Manche qui font 20 mètres de diamètre, et nous n'avons pas cette possibilité. Nous pourrions peut-être, sur certains sites avec des aménagements, faire des effets de venturi dans la mer avec des petites hydroliennes, mais ça, ce serait aussi des choses qu'on pourrait traiter au niveau de l'UAG, et donc faire des études amont pour ensuite vérifier si c'est faisable à terre. Il y a aussi une énergie qu'on pourrait développer ici, qui est le biocarburant. Ça se fait en Israël, avec des microalgues que l'on fait circuler dans des tubes en verre. Nous savons faire du verre. Pendant des siècles, nous avons fait des bouteilles en verre en Martinique. Le soleil, nous l'avons aussi. Et donc, on fait circuler ça et on sort de ça du biocarburant. Voilà. Au niveau, alors, je tiens à préciser que cette réflexion, bien sûr, elle est nationale. Je vous laisse le micro encore un tout petit peu pour la plateforme interdisciplinaire France Énergie, Énergie Marine, qui est une plateforme en fait, qui existe nationalement. Oui, c'est-à-dire que après dans le Grenelle de la mer, on a défini un certain nombre d'organisations qui en principe permettent de développer tout ce qui est énergie liée à la mer. Il n'y a pas que les énergies d'ailleurs, mais enfin, je pense que les représentants de l'État sont bien au courant de ça. Je préférais le passer la part, ou bien M. Laurent Bellemare qui travaille en direct avec les représentants de l'État. Vous voulez compléter, M. Bellemare ou...
Non, de manière plus globale, compléter sur la problématique des énergies marines. C'est vrai que nous sommes une île donc, entourée d'eau et c'est naturel de s'intéresser à la mer, sachant que la plus grande surface quand même martiniquaise est maritime, puisque je crois qu'on a plus de 40 fois la superficie terrestre. Mais les vrais problèmes sont liés, alors c'est un avantage dans le cas de l'énergie thermique des mers, on en a parlé, la très grande profondeur, plus de 1300 mètres très proche de nous, permet de développer ce genre de projet. Mais pour les autres énergies, ça devient bien plus compliqué. On parle d'énergie houlomotrice. Il y a eu des essais à La Réunion avec 2 projets. Un projet mené par EDF Énergie Nouvelle et puis un autre projet mené par une société Siwat, donc le Pélamis, et puis un projet CETO. La tempête Béjiza en début d'année a arraché le dispositif CETO. Donc on voit qu'il y a des difficultés. Nous sommes dans une zone cyclonique, mais en plus... Alors, je perds le fil. La première chose, c'est la profondeur. Quand vous mettez un système qui doit fonctionner avec la houle ou bien qui doit fonctionner avec les courants marins, il faut pouvoir l'accrocher à quelque chose. Et la réalité, c'est que très vite, nos eaux deviennent très profondes et techniquement, nous ne savons pas faire. Alors, il y a des défis technologiques qui ont été faits par la société DCNS et AQO dans le cas de l'ETM. Effectivement, on en parlait. Il faut envoyer des tuyaux pour aspirer de l'eau très profondément. Mais après, à quel coût allons-nous ancrer? Si vous imaginez, vous voulez faire un dispositif qui réagit à la houle, si vous ne voulez pas qu'il parte en mer, il faut le fixer. Le dispositif CETO qui a été utilisé à La Réunion s'installe dans des profondeurs à peu près de moins de 50 mètres. Donc, moins de 50 mètres, il n'y a pas beaucoup de zones autour de la Martinique. Et c'est ça le premier problème en termes de potentiel. Si on va sur les plateaux qui sont à moins de 50 mètres, on se met sur nos récifs coralliens. Et là, de nouveaux problèmes vont se poser, des problèmes de biodiversité, d'atteinte des coraux. On voit tous les problèmes qui se posent dans le cadre du grand port, on en a beaucoup parlé, on parle d'arracher du corail, etc. Donc il y a des problématiques réelles, il s'agit de prendre en compte tout ça, et on ne va pas détruire notre biodiversité juste pour produire de l'énergie. Donc il y a encore des défis techniques et technologiques importants à mettre en place, notamment pour trouver des dispositifs d'ancrage ou bien peut-être des dispositifs permettant au mécanisme de rester sur place sans consommer trop d'énergie. Il y a des problématiques de résistance. Nous sommes dans une zone cyclonique avec le réchauffement climatique. Les problèmes se multiplient, les tempêtes sont de plus en plus violentes. Pour cette année, on nous a encore annoncé des cyclones encore plus violents que les années précédentes. On verra s'ils viendront ou pas. Et puis, il y a une énergie qu'on considère aussi comme une énergie marine dont on n'a pas parlé, ce sont les éoliennes offshore et qui ont la même problématique. On parlait d'éoliennes terrestres. Oui, la Martinique est très montagneuse. La Martinique n'est pas un bon site de vent. Il y a des zones très ventées sur la planète. La Martinique est une zone connue comme étant très peu ventée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du tout d'éoliennes, on peut en faire un peu. Mais en mer, on a un meilleur gisement de vent. Mais on se retrouve avec la même problématique. Qu'allez-vous faire de vos éoliennes? Où allez-vous les fixer? Alors, il y a des dispositifs qui se développent, des dispositifs flottants, mais encore, s'ils flottent, il faut pouvoir les ancrer si on ne veut pas qu'ils dérivent. En tout cas, il faut... Et puis, trouver aussi des solutions en cas de cyclone. Très bien. On va faire un zoom peut-être sur l'énergie, sur le projet Nemo. Voilà. Vous aviez une présentation, je crois que vous vouliez qu'on diffuse. Je peux éventuellement vous faire une petite présentation rapidement, histoire d'illustrer un petit peu, ou comme vous voulez, sinon je peux le faire oralement, mais je pense que en lançant la présentation, ce sera pas mal. Parce que c'est quand même assez technique, ça nous permettra de bien appréhender le sujet. Alors, le temps qu'on la lance, vous en êtes où en fait de ce projet? Tout d'abord, bonjour mesdames, messieurs. Donc, je suis Olivier Crémer, je suis le représentant d'AQO Énergie, donc qui est un producteur d'énergie indépendant, français, 100% français. Je viens d'arriver en Martinique puisque nous avons décidé d'ouvrir une antenne. Donc, ce sera une antenne pour les Antilles, et je vais m'occuper des Antilles avec une volonté forte d'être basé en Martinique compte tenu du projet ETM. Où on en est actuellement, on a fait effectivement toutes les phases d'études préalables, les études qui étaient nécessaires, également les études d'impact, pour bien vérifier que le projet ne risquait pas d'entraîner des impacts trop importants, à la fois vis-à-vis du monde de la pêche, vis-à-vis du monde des associations, vis-à-vis des whale watchers.
également vis-à-vis des croisiéristes, que je vais rencontrer d'ailleurs encore cette semaine. Nous avons donc déposé les différents dossiers au niveau administratif vis-à-vis des services de l'État, que ce soit la direction maritime ou la DEAL, et nous sommes dans l'objectif donc d'obtenir les autorisations administratives d'ici la fin de cette année. Voilà, donc pour avoir en tête le calendrier, autorisation administrative d'ici la fin de l'année. On va rentrer ensuite dans une phase bien évidemment de consolidation financière, phase de construction et donc mise en place du dispositif tout au long de l'année 2018 avec un objectif de production à partir de mi-2019. Voilà, Alors on va lancer la présentation, si c'est possible. Non ? Si ça passe pas, je le fais oralement, il y a pas de souci. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est par rapport aux propos qui ont été dits ce matin, notamment aux propos introductifs du représentant de la région. Moi, j'aurais juste une petite correction à faire, si vous voulez me permettre, c'est que on n'est plus dans une phase de prototype. Il parlait d'un prototype. On est vraiment dans une phase industrielle. Le prototype, il a été réalisé, il fonctionnait donc à terre à La Réunion pendant de nombreuses années, ce qui nous a permis justement de travailler sur toutes les phases de modélisation et en gros sécuriser au maximum le dispositif. Et donc là, on est vraiment sur une réalisation. Cette réalisation, elle va se faire donc au large de Bellefontaine. On va être à peu près à 5 km et demi face à la centrale EDF de Bellefontaine. C'est une plateforme donc type plateforme, alors je ne vais pas dire pétrolière parce que ça fait peur tout de suite à tout le monde. C'est une plateforme flottante qui fait à peu près 70 mètres sur 30 mètres avec un tirant d'eau de 8 mètres de haut. Donc cette plateforme est bien évidemment ancrée avec un système d'ancrage assez important. Donc on a 12 ancres qui seront positionnées donc avec des ancrages à plus de 1000 mètres de profondeur, bien évidemment vu la localisation du projet. Et donc l'objectif, comme il a été montré à travers la présentation qui avait été faite par les jeunes de l'EGC ou dans les différents propos, c'est donc bien de pomper de l'eau de mer à 5-6 degrés à plus de 1000 mètres de profondeur, de la ramener en surface, et là, par un système donc d'échangeur, à la fois avec l'eau donc qui sera puisée en surface, on a une différence de température qui nous permet justement de transformer l'ammoniac en vapeur, puisque l'ammoniac, l'intérêt de l'ammoniac, c'est qu'à partir de plus d'une quinzaine de degrés, ça devient automatiquement de la vapeur. Voilà. Donc par ce système, alors pour rassurer tout le monde, l'ammoniac ne va pas se mélanger à l'eau de mer. L'ammoniac est dans un circuit totalement fermé, totalement indépendant, totalement sécurisé, avec effectivement, comme le disait le directeur adjoint de la DEAL, on a plus de 20 000 tubes dans lequel va circuler l'eau qui ne seront jamais en contact avec l'ammoniac. Voilà. L'objectif, c'est de produire un peu plus de 10 mégawatts d'électricité. Donc on espère même monter un petit peu plus. Dans les derniers modèles qu'on a mis en place, on n'est pas loin des 12 mégawatts d'électricité. 12 mégawatts, ça produit l'électricité pour 35 000 foyers martiniquais. Voilà. Donc c'est pas la totalité, bien évidemment, mais c'est déjà quelque chose d'intéressant. Alors, l'intérêt aussi, comme je le disais, on est dans une phase industrielle. Je vous dis tout en toute transparence. C'est un projet effectivement qui coûte cher. C'est un projet de l'ordre de près de 300 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment un développement de process qui est très très important, donc qui coûte extrêmement cher. Ce développement de process, on le fait avec la société DCNS. DCNS, vous connaissez, hein, sous-marin nucléaire, le Charles de Gaulle, ce genre de choses. Donc il n'y a pas de souci. On le fait aussi, et on a pu aussi avancer grâce notamment à la région Martinique, avec laquelle on a eu un partenariat et qui a mené toutes les études préalables qui nous ont permis justement, nous, par la suite, de pouvoir approfondir ces études. Et le coût est aussi élevé en plus de ce process parce que, comme on l'a dit, ce sera une première mondiale. Donc forcément, comme on est dans une première mondiale qui sera peut-être réplicable et qui sera forcément réplicable par la suite, la première installation coûte plus cher, bien évidemment, puisqu'il faut qu'on mette en place tous les process industriels derrière. Voilà. Pourquoi le choix de la Martinique ? Alors, le choix de la Martinique, pourquoi ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas le faire à Brest, donc il faut qu'on le fasse dans des régions intertropicales. On a fait un projet à terre à La Réunion, mais à La Réunion, on n'a pas des différences de température aussi intéressantes qu'ici, et notamment on a des variations de température avec des saisons chaudes, des saisons froides. Ici, on en a moins.
Mais l'intérêt aussi, c'est que nous, on souhaitait, alors ça c'est une politique du groupe Akuo, on se développe énormément, notamment dans les régions intertropicales, parce qu'on estime qu'il y a un potentiel énorme, et notamment il y a effectivement ce potentiel énorme par rapport aux énergies marines. Donc il y avait à la fois le partenariat déjà qui avait été lancé par la région Martinique, il y avait au niveau, on va dire, technique des possibilités de réaliser ici, et puis il y a également la volonté de faire ce qu'on a fait à La Réunion, c'est-à-dire que l'outre-mer soit la vitrine du savoir-faire français d'une manière générale, et qu'elle puisse aussi servir par la suite aux Martiniquais. Pourquoi ? Parce que même si on va avoir des phases de construction en métropole, parce qu'il y a besoin vraiment de techniques très très précises et on est vraiment sur des gros soutiens industriels, bien évidemment on va chercher à développer l'emploi local. D'accord. Merci beaucoup monsieur. Monsieur Durand, vous êtes directeur d'EDF Martinique. EDF ne s'intéresse pas qu'aux énergies fossiles. Vous devenez d'ailleurs un acteur potentiel des énergies marines. Alors je vais vous poser 2 questions. La première, quel est votre regard sur ce projet ? Et d'abord, c'est la première question. Quel est votre regard sur ce projet ? Alors peut-être avant de répondre, je rebondis sur votre introduction, puisque simplement pour situer, alors effectivement, vous parlez d'EDF, énergie fossile. Il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, EDF, le groupe EDF, si on sort de la Martinique et de son contexte de mixte énergétique, qui est très fossile, le groupe EDF est aujourd'hui un acteur majeur des énergies renouvelables, et en particulier par sa filiale EDF Énergie Nouvelle, qui est le leader mondial en matière d'énergie renouvelable, que ce soit dans les énergies éoliennes, marines et terrestres, et y compris dans les solutions de houle que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont aujourd'hui développées par EDF Énergie Nouvelle. Et quand on est sur un territoire comme la Martinique, bien nous, de notre côté, EDF, on est engagé et on s'engage aux côtés des acteurs de la Martinique pour passer finalement d'un mixte énergétique qui aujourd'hui est carboné, qui est le fruit finalement d'une histoire. Et aujourd'hui, ce qui nous importe, nous, c'est pas de regarder le passé, c'est de regarder l'avenir. Et effectivement, d'être aux côtés et impliqués sur le territoire pour qu'on passe d'un mix énergétique aujourd'hui qui est à 93% carboné d'énergie fossile à un mix énergétique qui arrive à 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020 et 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Donc une fois qu'on a dit ça, votre projet qu'on a dit ça, le projet d'ETM il est tout juste indispensable, bienvenu et contributif dans la diversification des énergies qu'on utilise en Martinique, avec un intérêt majeur pour nous, d'un point de vue de la gestion du système électrique et de la garantie de fourniture à tout moment de la journée. Le gros intérêt du projet ETM, c'est que c'est de l'énergie continue, non intermittente, contrairement à de l'énergie éolienne ou solaire, qui aujourd'hui a cet inconvénient qu'on essaie de résoudre dans la durée par des solutions de stockage, mais ces énergies-là ne sont pas garanties. C'est-à-dire qu'on ne sait pas compter sur elles à tout moment de la journée. Le solaire, ça commence à 9h pour terminer à peu près à 18h. Ça dépend de l'ensoleillement, ça dépend des nuages qui passent. L'éolien, quand on regarde les fermes éoliennes terrestres ou marines, on compte aujourd'hui sur des taux d'utilisation ou des taux de fonctionnement qui sont de 3000 heures par an sur 8000. Le grand avantage d'ETM, c'est que ça va fonctionner 8000 heures par an. Donc 8000 heures, ça fait pratiquement 330 jours par an. Donc c'est forcément formidable dans un contexte de diversification des origines d'énergie renouvelable, enfin d'énergie sur le territoire. Vous travaillez donc l'une des activités les plus dévorantes d'énergie en Martinique, c'est la climatisation. Vous travaillez d'ailleurs sur l'utilisation de la mer comme pour la climatisation de gros bâtiments, de locaux commerciaux et administratifs en utilisant l'eau de mer. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement ? Oui, tout à fait. Alors, je crois que quand on parle d'autonomie énergétique, il faut regarder le sujet sous 2 angles. Le premier, c'est comment finalement je produis de l'électricité en passant par des énergies renouvelables et non plus des énergies fossiles. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point qui est aussi intéressant et souvent qu'on aborde moins, c'est comment finalement je fais en sorte de ne pas consommer d'électricité.
tout en maintenant un niveau de confort qui est, je dirais, à l'attendu de chacun des Martiniquais. Par rapport à ça, on a différentes solutions. Il y a les chauffe-eau solaires dont on entend parler en ce moment, mais il y a une solution qui est très en lien avec la mer. C'est ce qu'on appelle les SWAC. Alors, les SWAC, c'est quoi? C'est une climatisation marine. Donc, comment ça se passe? On va chercher de l'eau froide, cette fois-ci à 1000 mètres de profondeur. Et en Martinique, on a la chance d'avoir des zones où très rapidement on sait arriver à 1000 mètres de profondeur. Donc on va chercher de l'eau froide qui à 1000 mètres est environ de 5 degrés. Cette eau froide, on la remonte en surface. On la fait passer dans ce qu'on appelle un échangeur, c'est-à-dire qu'on vient refroidir de l'eau, cette fois-ci non saline, qui derrière, cette eau non saline va venir alimenter des climatiseurs, mais des climatiseurs qui ne fonctionnent pas avec de l'électricité, mais qui fonctionnent avec la source d'eau froide. Donc on a instantanément, finalement, une substitution d'électricité consommée par le fait qu'on va utiliser l'eau froide pour refroidir et pour faire fonctionner des groupes de climatisation qui vont fonctionner avec de l'eau froide. Alors c'est des sujets qui sont intéressants, qui sont éprouvés, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des installations qui fonctionnent, donc on est sur quelque chose qui est en plein développement. C'est plutôt développé effectivement dans le Pacifique, mais il y a un projet qui voit le jour en ce moment à La Réunion. Il y en a un qui est sur les tablettes en Guadeloupe, dans la partie Basse-Terre. Et nous, en Martinique, côté EDF, on estime que c'est un sujet qu'il faut instruire. C'est pas forcément EDF qui le fera. On n'a pas cette ambition, mais on a plutôt l'ambition de dire en Martinique, il y a des conditions qui sont réunies, c'est-à-dire qu'on a des zones dans lesquelles on sait aller chercher de l'eau froide à une profondeur suffisante, et en plus, ces zones sont à proximité d'utilisateurs, parce que ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est que finalement, on ait un nombre d'utilisateurs qui soit important de façon assez proche. Parce que derrière, il faut construire des réseaux pour transporter l'eau froide, et ces réseaux, on ne peut pas les faire sur 20 km, il faut les faire dans un périmètre de 3-4 km pour que ce soit intéressant et rentable. Et en l'occurrence, quand on regarde la zone Schœlcher-Fort-de-France, intuitivement, on se dit, nous, qu'il y a un potentiel, il y a des profondeurs et il y a des utilisateurs potentiels dans cette zone-là. Et ce qu'on cherche à faire en ce moment, et ce qu'on porte, c'est de créer les conditions de faire une étude d'abord. Quels sont les utilisateurs? Est-ce que la bathymétrie est la bonne? Est-ce qu'on n'a pas de problématiques pour aller chercher l'eau froide avec des zones coralliennes? Donc il y a quand même un certain nombre d'études à faire. On est assez confiant, on va se mettre dans cette démarche de réaliser les études, et après on pense que c'est une vraie opportunité pour la Martinique. Pour donner un ordre d'idée, une installation de ce type-là, c'est l'équivalent de la centrale solaire de Ducos, pour donner un ordre d'idée en comparaison. Donc on arrive sur des sujets qui sont quand même intéressants, c'est une vraie contribution pour aussi l'autonomie énergétique du territoire. Et encore une fois, sur une ressource qui derrière je dirais, est infinie. Et puis ça crée aussi de l'emploi, on est sur des techniques qui sont aussi... des techniques qui favorisent une économie basée en Martinique et qui peut se développer en Martinique. Après, aussi des routes de l'énergie, mais juste après. Alors donc justement, l'énergie, il y a deux choses. On peut produire de l'énergie alternative aux énergies fossiles. On peut aussi économiser de l'énergie. Alors, Monsieur Bechgan, justement, on a entendu parler de la voiture électrique. Est-ce qu'il peut y avoir des bateaux électriques ? Bonjour tout le monde. Donc Marwan Bechgan, directeur général d'énergie de Martinique. Effectivement, des bateaux électriques, non seulement il peut y en avoir, mais il y en a déjà. Et comme pour la voiture électrique, la problématique en Martinique n'est pas tellement le véhicule en lui-même, mais notre capacité à l'alimenter. Et à l'alimenter avec des bases vertueuses. Tout le monde sait prendre une prise 220 et mettre ça dans un mur. Il y a des pubs en ce moment à la télé pour des véhicules de construction française qui sont faciles à brancher, et c'est très bien,
c'est tant mieux. Nous avons une problématique absolument locale en termes de puissance, de disponibilité énergétique sur le réseau sur laquelle nous travaillons depuis des années avec EDF. Alors, le bateau électrique, il a plusieurs avantages. Déjà, il est très propre. C'est un peu comme sur les énergies renouvelables, c'est très propre, sauf si vraiment on est vilain. Si je jette un moteur électrique ou une batterie dans l'eau, j'ai beaucoup plus de problèmes que si j'ai versé 2 litres d'essence. Ça, il faut se le dire très clairement. Par contre, dans une utilisation intelligente, rationnelle et sérieuse, il n'y a pas non seulement de pollution chimique, et non plus pas de bruit. J'espère qu'il y en a beaucoup ici qui ont eu le plaisir de faire un peu de plongée en Martinique. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce qui se passe quand un bateau, encore une yole ça va, les petits offshore ça va, mais quand un jet ski vous passe au-dessus de la tête, ou un bateau plus gros, c'est horrible. Il y a Sébastien Follin qui, il y a quelques années, avait fait un reportage magnifique sur le bruit que l'être humain crée dans la mer. Alors là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. La question de la batterie, elle est générale. On travaille dessus avec EDF sur la question du service réseau, par exemple, pour mieux prendre l'énergie solaire la journée et la restituer au moment où c'est intéressant. La batterie, il y en aura dans les maisons. Il y en a déjà, d'ailleurs, dans les bâtiments. Tout le monde a déjà vu un réseau ondulé dans une entreprise. Donc il y a déjà cette réflexion qui est en cours. Il y en aura dans les véhicules, et il y en aura dans les voitures et dans les bateaux. Il y a aussi ces métiers que nous avons déjà du moteur électrique. On ne se rend pas compte à quel point la fiabilité du moteur électrique l'a fait entrer un petit peu partout discrètement dans nos vies. Aujourd'hui, un ascenseur moderne, on ne fait pas attention parce que bon, c'est un ascenseur. Les ascenseurs ont des moteurs électriques, c'est génial en plus parce que le moteur électrique, quand l'ascenseur descend, eh bien, il restitue de l'énergie. Donc vous pouvez récupérer cette énergie si vous en avez envie. Alors le bateau électrique, c'est oui une véritable solution de développement, c'est du métier en Martinique. On peut imaginer demain des chantiers, chantiers navals ou navaux. Naval, allez, c'était pour détendre. Des chantiers navals électriques ou pour commencer hybrides. Parce qu'on va avoir beaucoup d'hybridation dans un premier temps pour des raisons de sûreté, de psychologie. Moi j'ai un véhicule, là il est hybride par exemple, ma voiture est hybride. Pourquoi ? Parce qu'on a confiance, parce qu'on sait que ça marche, etc. Et dans un premier temps, on va tous demander ça. Il y a aujourd'hui beaucoup de clients chez qui on arrive, on leur dit on peut vous mettre du panneau et de la batterie, votre maison est en autonomie. Un, bon, ils aiment toujours bien avoir le groupe électrogène à côté, ça les sécurise. Et deux, souvent ils l'ont déjà, on ne va pas le jeter non plus. Donc il y a toute cette réflexion-là sur l'hybridation dans un certain temps du réseau, etc. Le bateau électrique, oui, pour nous, c'est une solution de développement. Je pense que le dire en plus dans ce lieu, c'est important, parce que s'il y a des chantiers navals à développer en matière d'hybride et d'électrique, il y a 2 hotspots en Martinique, ici, et puis j'espère peut-être Bellefontaine, l'ancienne centrale sur laquelle il y a des réflexions en cours en ce moment avec EDF, la communauté de communes du Nord, la région, sur son, entre guillemets, recyclage. Il y a un mot très sympa chez EDF là-dessus, ça s'appelle la post-production, la post-exploitation. Je pense que c'est un bon terme. On a un lieu prêt à recevoir des activités, prêt à faire du développement. Ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, sur les déchets, sur les épaves, sur la seconde vie. Oui, il faut développer. Et aujourd'hui, techniquement, on sait faire. Et la problématique, et comme pour toutes les énergies renouvelables ou les véhicules électriques, elle n'est pas dans la solution technologique. Les problématiques technologiques, il y en a encore un petit peu sur l'ETM, mais là, c'est parce que la Martinique a la chance d'être loin en avant. Elle est sur la mise en marché. La mise en marché, c'est un petit peu mot anglais marketing, c'est comment j'arrive à faire une offre intéressante pour le client, économiquement d'abord, mais aussi environnementalement, humainement. Il y a des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher pour rouler électrique, pour faire propre et pour donner de l'emploi en Martinique. Il ne faut jamais oublier ça. Mais il faut être capable de leur prouver. C'est facile à dire. Ensuite, il faut le prouver. Donc il y a vraiment la question de la mise en marché, et puis au-delà, il y a aussi la question du financement, qui fait partie de la mise en marché. Si mon éolienne, elle s'en va avec le courant, le banquier ne va pas me prêter d'argent. Personne n'investit dans un outil qui n'est pas capable de démontrer que sa production va être rachetée sur le marché et donc créer de la recette. Et au bout d'un moment, la transition énergétique, elle a beau être très intéressante et humainement passionnante, il faut que nous, et c'est le métier d'énergie de Martinique, et je finirai là-dessus, c'est le métier d'énergie de Martinique, on n'est pas les seuls, mais on a été vraiment dédié à ça par notre créateur premier, qui est la région, avec une vision locale,
c'est comment est-ce qu'on fiabilise la transition énergétique d'un point de vue financier et social pour la Martinique. Donc c'est pour ça qu'on se concentre aussi beaucoup sur des technologies, des solutions de production, mais aussi de financement qui donnent un maximum de travail en Martinique, parce qu'il y a non seulement les métiers de terrain, électriciens, batteries, les métiers d'ingénierie, mais aussi la capacité à mobiliser l'épargne et la capacité d'investissement local. Alors justement, la transition énergétique, c'est évidemment le passage d'un système bâti sur l'exploitation des énergies non renouvelables à un système basé sur les énergies renouvelables. Il y a des objectifs précis qui ont été donnés dans le cadre du Grenelle de l'environnement pour les DOM en 2020. Vous me confirmerez ou pas, générer 50% de l'énergie consommée à partir de sources renouvelables à l'horizon 2030, enfin à l'horizon 2020 donc, générer 50% de l'énergie consommée à partir de sources renouvelables et pour 2030, atteindre l'autonomie énergétique. Monsieur Bellemare, est-ce que c'est possible et en quoi justement l'Agence martiniquaise de l'énergie qui intervient sur de la R&D, sur de la formation peut accompagner les porteurs de projets et permettre d'atteindre ces objectifs? Va-t-on les atteindre? Peut-on? Alors, tout d'abord, effectivement, ce sont des objectifs très ambitieux, mais ce sont des objectifs atteignables. Alors, il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre tout de suite, puisqu'il y a des... parmi ces objectifs, nous nous basons sur des suppositions. Tout à l'heure, on disait qu'en géothermie, nous avons 2 lieux, les Anses d'Arlé et le Morne Rouge, qui ont probablement une ressource géothermique, mais il reste à la qualifier. Donc on commence à intégrer ces énergies dans nos prévisions, mais il faut vérifier, qualifier ces sources et s'assurer qu'on pourra produire à partir de ces sources-là. Maintenant, ça demande de développer de la connaissance, puisque les énergies renouvelables sont quand même, pour certaines anciennes, mais les développements, la recherche vraiment est récente, vraiment après, à chaque fois qu'il y a un choc pétrolier, on commence à s'intéresser aux énergies renouvelables, et puis quand les prix rediminuent, on retourne vers le fossile. On a vu que maintenant on va chercher du pétrole de plus en plus profondément, on va exploiter des gaz de schiste, etc. Mais on se rend compte aussi de la dangerosité que ça représente pour la planète et les conséquences après. Alors des séismes spontanés, du gaz dans les robinets, etc. Bon, je ne vais pas parler de ça là. Donc pour la Martinique, effectivement, l'essentiel de notre activité est basé sur la qualité de vie, le tourisme, le climat, etc. et que nous tenons à préserver. La mer, ici, qui est très importante pour les emplois, les activités qu'elle permet de créer. L'Agence martiniquaise de l'énergie a été créée pour fédérer toutes les initiatives publiques d'abord et privées, donc pour fédérer les acteurs pour réussir cette transition énergétique. Parce que pour réussir cette transition énergétique, il faut y aller de manière commune pour développer une connaissance qu'on espère exporter, puisque, il faut le dire vraiment, nous sommes à la pointe dans de nombreux domaines, simplement parce que nous avons des problèmes avant les autres. Et donc les problèmes qui arrivent à la Martinique, comme notamment ou dans les autres îles, notamment la saturation en énergie intermittente que sont l'énergie solaire et l'énergie éolienne, par exemple. Donc ce sont des problèmes que nous avons dans les îles, qu'on ne retrouve pas sur les continents, qu'on ne retrouve pas aux États-Unis, qu'on ne retrouve pas en Europe. Alors nous sommes amenés à nous poser des questions en avance. Quand on parle de l'ETM, une première mondiale aussi à la Martinique, ça fait qu'on va se poser des questions et qu'on peut être... Donc on a besoin de développer de la formation et ça, l'AME aide à cela en recensant un peu les besoins actuels mais aussi les besoins futurs. Il faut anticiper les besoins futurs si nous voulons créer de l'emploi local. C'est bien de développer de nouvelles technologies, mais si en même temps nous ne mettons pas en place toutes les filières de formation nécessaires pour que nos jeunes et que les professionnels se reconvertissent pour faire face à ces nouvelles énergies, nous allons perdre des marchés. Donc c'est très important de faire de la formation et puis aussi d'accompagner la recherche et développement, parce que comme je vous disais, nos problèmes, les autres n'ont pas nos problèmes. Donc c'est intéressant aussi d'être des pionniers. Nous développons de nouvelles technologies et nous avons la volonté d'être demain des exportateurs de savoir-faire et de connaissances. Et donc c'est recréer de l'activité, c'est développer de l'activité et de la connaissance pour la Martinique. Marwan Bechgan, vous vouliez compléter? Merci. Effectivement, enfin, on est dans la 5e République française qui a toutes ses particularités et énormément d'avantages.
Le premier déjà, c'est qu'elle a fait de la population martiniquaise une population éduquée qui est effectivement aujourd'hui capable non seulement d'exprimer un besoin français dans la Caraïbe, parce qu'il n'y a pas tous les territoires qui sont capables d'exprimer clairement leurs besoins, mais aussi d'apporter des réponses. Alors première chose, cette République, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle fait coexister des notions de plan en termes de développement économique et des notions de marché. Autant la production électrique, bon, c'est quand même quelque chose qui est guidé par l'État. Il y a de la mise en concurrence, certes, mais il y a quand même une programmation pluriannuelle. Donc là, c'est facile. 2020, on a fait, c'est signé avec l'État. EDF a participé au travail. On sait comment atteindre 50%. 2030, 100%. C'est un objectif partagé, mais il n'est pas encore signé. On va commencer par arriver en 2020, vérifier ce qu'on a fait et adapter le plan. Maintenant, et je vous engage tous à prendre la magnifique publication de notre ami Laurent, c'est pas parce qu'il est là que je dis ça, mais ce bilan énergétique est très important. L'énergie, elle est où? Elle est dans les voitures. Et là, je suis dans du marché libéral. Si le citoyen martiniquais ne prend pas la décision d'acheter un véhicule électrique, je reviens sur le fait qu'il faut qu'il en ait la possibilité juste après. Ça ne va pas faire la transition tout seul. Donc chacun est acteur. Si le citoyen martiniquais aussi, et c'est une question générale, l'achat citoyen, surtout sur un territoire comme le nôtre, ne se porte pas comme volontaire, acquéreur, client des énergies renouvelables. Aujourd'hui, par exemple, techniquement, et je pense que ça fait quelques années, techniquement, nous savons, n'importe quel électricien martiniquais vous pose des panneaux, des batteries, vous met votre maison en autonomie solaire, ça fait longtemps qu'on fait ça, et on peut alimenter un véhicule électrique. La question, c'est comment on arrive à quelque chose qui tourne tout le temps, parce que c'est économiquement rentable pour le territoire, etc. Donc non seulement il faut mettre en place des adaptations réglementaires, fiscales, vous avez dû entendre parler de Martinique île durable avec Madame Royal, c'est parce qu'il y a un moment aussi où nous devons un petit peu faire bouger justement les limites de cette 5e République qui nous a emmenés jusqu'ici. Et merci, mais aujourd'hui, nous faisons des propositions et elles sont tant mieux bien accueillies. Et puis, force de proposition. Et quand on fait ça, ça devient génial. Là, on est sur le point de finaliser un partenariat, par exemple, avec le Suriname. Le Suriname, on a été nous les voir parce qu'on voulait de la biomasse. Il faut bien alimenter la centrale. On sait qu'à court terme, en Martinique, on n'a pas la production. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit, mais attendez les gars, ce que vous faites, pas que les Martiniquais, mais je veux dire le groupe EDF, et en particulier le savoir-faire d'EDF SEI en termes d'intégration des énergies renouvelables, ça nous intéresse. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans le partenariat que de vous vendre de la pure biomasse? Et donc, on a commencé à travailler, par exemple, sur les aider à mettre des fermes photovoltaïques au service du réseau. Le gestionnaire de réseau surinamien disait tout simplement, écoutez, moi j'aimerais bien bénéficier un peu de l'expérience française. Je ne vais pas réinventer le fil à couper le beurre. Et puis le bateau électrique. Ils nous ont dit tout simplement, on voudrait des villages indiens le long du Maroni en solaire, comme vous pouvez le faire du côté guyanais, Guyane française. Et puis, en développant, on s'est rendu compte qu'il y a toute une économie sur le long de ce fleuve. Le bidon d'essence qui sert au groupe électrogène du village, il sert au moteur de la pirogue. Donc, là aussi, on a un lieu où il y a une vraie transition globale qui doit se passer. C'est-à-dire que quand on leur apporte aussi un moteur électrique, une couverture potentielle de la pirogue qui est photovoltaïque, voire des panneaux sur l'eau, parce que là c'est possible, c'est un fleuve, c'est pas une mer, donc c'est envisageable. Nous accompagnons effectivement, en allant à l'export, le déploiement de technologies et de savoir-faire dans d'autres cadres, et ça devient vraiment intéressant, puisque là on voit vraiment l'intérêt de cette évolution globale qu'a la Martinique dans son environnement géographique et économique immédiat, à travers une évolution technologique. Alors vous parliez de l'accompagnement, enfin de l'importance du citoyen quand même dans ce mouvement, dans cette transition. C'est capital. Associer aussi, associer les socioprofessionnels, associer la population. Monsieur Durand, j'aimerais, si possible, que vous parliez de la route de l'énergie. Comment la mer peut transporter de l'énergie et comment justement, dans le cadre de ce projet, sont associés les pêcheurs et les acteurs de la mer, sans qui finalement on ne peut pas dire que rien ne se ferait, mais c'est quand même extrêmement important d'utiliser aussi les acteurs comme moteurs, en fait. Alors peut-être avant de revenir sur ce point-là, pour rebondir sur l'intervention de Marouane et de Laurent, je pense qu'aujourd'hui on est confronté à des situations où, si on regarde dans des horizons qui sont court terme, on doit trouver des solutions industriellement éprouvées pour faire de l'énergie avec la mer.
Bon, on a parlé d'ETM, on a parlé des SWAC, de la mobilité électrique maritime. Pour autant, je crois que quand on revient sur les enjeux de l'autonomie énergétique, l'histoire, comme l'évoquait tout à l'heure Laurent, elle est à écrire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des idées, des potentiels, des capacités en Martinique d'augmenter en énergie renouvelable. Mais quand on met dans l'équation à la fois le besoin d'électricité et le besoin de mobilité, demain non plus carboné mais électrique, le champ des énergies nécessaires pour couvrir l'ensemble du périmètre devient assez significatif. Et par rapport à ça, je pense qu'aujourd'hui, autant sur la mer, on voit qu'il y a plein de techniques aujourd'hui qui ne sont pas matures ou qui ne sont pas suffisamment développées pour dire, bon, bah, demain, je signe un contrat pour mettre 10 éoliennes offshore entre Sainte-Lucie et la Martinique. Aujourd'hui, techniquement, il n'y a personne qui investira là-dedans parce que les solutions techniques ne sont pas éprouvées pour le permettre. Mais pour autant, je pense que l'enjeu, il est de ne pas rester dans le fatalisme et de se dire ça ne sera jamais le cas. Il faut travailler, il faut anticiper, il faut rester prégnant sur ces nouvelles technologies. Il y en a qui sont en cours de développement sur des sujets de vortex avec les houles, avec des entreprises canadiennes qui sont aujourd'hui dans des phases de développement. Il faut qu'on soit proactif dans ces sujets-là parce que ça sera, quoi qu'il arrive, un contributeur nécessaire et important, de mon point de vue, au-delà de ce qu'on développe aujourd'hui dans le mix énergétique de demain. Donc je pense que c'est bien de le rappeler et ça ouvre des champs de perspective sur de la recherche, sur du développement, sur de l'expérimentation qu'il faut mettre en lien aussi avec des programmes derrière de financement FEDER. Donc ça, c'est aussi une dimension qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que si on veut aller dans ces dimensions-là, bah derrière, il faudra, quand on est dans le domaine de l'expérimentation, il faut bâtir des programmes sur lesquels on va taper à la porte de l'Europe pour dire je vais faire une expérimentation en Martinique. ETM, c'est le cas. ETM, il y a une partie de financement FEDER. Et aujourd'hui, en Martinique, je pense que si on a des expérimentations comme ETM qu'on veut faire émerger, faut les faire émerger dans Martinique-Île Durable, dans demain différents schémas, et se donner les moyens de les tester. Et nous, on sera présents au rendez-vous. Alors maintenant, j'arrive sur l'autoroute de l'énergie, puisque je reviens sur des choses plus concrètes et qui finalement sont du quotidien et qui créent de l'activité en Martinique. La Martinique, comme on le disait tout à l'heure, c'est un territoire où le foncier il est ce qu'il est. On a besoin, plus le territoire se développe avec des sources de production qui sont diversifiées dans leur point de production, mais plus on a besoin de renforcer les autoroutes ou les routes de l'énergie. Et en l'occurrence, on utilise la mer pour faire ça. Alors aujourd'hui, il y a déjà des lignes de transport d'électricité qui traversent la baie de Fort-de-France. On ne le sait pas trop, mais voilà, il y a des lignes qui traversent la baie de Fort-de-France qui, derrière, nécessitent de la maintenance, nécessitent un peu d'activité économique. Donc on travaille dans ces registres-là avec des plongeurs, avec différents acteurs pour faire la maintenance de ces lignes. Trois-Îlets, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Alors malheureusement, cette ligne-là reçoit un peu trop, à notre goût, d'épaves sur la tête. Donc on y va un peu trop souvent, 3 fois l'année dernière pour aller la réparer, mais bon, c'est comme ça. Et puis on a dans le même registre un projet qui est d'envergure, qui est de faire une ligne, cette fois-ci haute tension, entre le site de Bellefontaine et Fort-de-France, où là on est dans la phase de qualification de ce projet. Donc on travaille avec les marins-pêcheurs de Casse-Pilote pour aller faire la qualification des sous-sols, enfin des sols dans lesquels on va poser le câble, parce que c'est une activité de déroulage de câble, mais on est en train de s'assurer qu'on est sur des sols sablonneux et non pas du récif corallien. Donc là on est dans cette phase-là, qui génère aussi de l'activité. On n'en parle pas trop, mais on a 2 pêcheurs qui travaillent avec nous et qui, finalement, au-delà de leurs activités de pêche, ont une activité complémentaire, et on fait ça avec les acteurs de la mer. Et on espère voir déboucher ce projet d'envergure à l'horizon 2017-2018. Et puis demain, si on se projette, il y en aura un autre. Ça sera... on l'espère, nous c'est un projet sur lequel on s'est désengagé d'un point de vue investissement financier en Dominique, mais on attend l'électricité qui sera produite en Dominique avec impatience et on l'achètera. C'est le projet de connexion avec la Dominique qui fera encore une autoroute
de l'électricité. Alors pour nous, c'est nouveau en Martinique, hein, mais c'est des sujets qui sont assez développés par ailleurs. On a ça dans les télécoms, hein, c'est le même sujet que les câbles télécoms pour Internet, hein, qui partent des États-Unis pour aller au Brésil. On est un peu dans les mêmes techniques, ça crée de l'activité. Puis dernier point, et après j'ai terminé, je vous promets, mais c'est pour revenir sur ce que disait Marwan Bejgan sur la centrale de Bellefontaine, parce qu'il y a quand même une belle idée qui a germé de mes collaborateurs et qui est en train de prendre une forme que je trouve sympathique. On a la particularité d'avoir sur ce site-là des moteurs diesel de bateaux, alors plutôt type paquebot de croisière ou bateau de marine. Il s'avère qu'en Martinique, on n'a pas de gens formés pour faire la maintenance des moteurs de bateaux. Quand il y a des escales de navires, ils font venir des entreprises qui viennent de Marseille ou de Rouen avec des gens qui viennent faire les opérations de démontage et de remontage des bateaux, des moteurs de bateaux. Et donc on a pris le parti avec les acteurs de la région de dire on va faire un pôle de formation à la maintenance des moteurs de bateaux sur le site de Bellefontaine en réutilisant un de ces anciens moteurs qui servira d'entraînement et de formation des futurs apprentis à la maintenance des moteurs de bateau. Et merci, on en est assez fiers. Merci beaucoup pour cette contribution, d'autant que le thème des ateliers de la mer, je le répète, c'est « Et si la mer créait des emplois ?» en Martinique. Donc merci beaucoup. On va passer aux questions, le temps passe extrêmement vite, il est déjà 12h30. Est-ce que quelqu'un a une expertise à apporter ou une question à poser, monsieur? Les hôtesses sont dehors, vous donnez mon... Oui, je voulais juste réagir au dernier propos du directeur d'EDF sur la question de la formation. Je crois qu'il faut lire les choses à leur niveau. Le président du cluster maritime martiniquais n'étant pas là, monsieur Lise, Emmanuel Lise, qui est président de l'école maritime, de l'école d'apprentissage de Trinité, forme des marins à la maintenance de moteurs bateaux. Mais on n'est pas sur le même niveau de formation. Donc dire qu'il n'y a pas de formation, c'est faire injure aussi, enfin injure à la ville du Marin, au lycée du Marin, qui forme effectivement aussi des jeunes lycéens donc à la maintenance des moteurs marins. Donc là, il faut simplement préciser qu'on n'est pas sur le même niveau de formation, où la notion effectivement de réparation navale se pose avec une certaine acuité, et qu'il faut effectivement se projeter sur ces problématiques de maintenance de moteurs marins de taille beaucoup plus importante que ce que le marché nous offre aujourd'hui. Merci de la précision. Il était bien sûr hors de question pour moi de faire injure à qui que ce soit. Donc, vous faites bien de le corriger, parce que c'est plutôt une maladresse par méconnaissance. Mais effectivement, on est sur des moteurs de grosse dimension, où là, sur la Martinique, il n'y a pas les moyens de se tester finalement. Donc c'est l'opportunité d'avoir un moyen de grosse dimension qui permet de former concrètement des Martiniquais à cette maintenance un peu différente. Voilà, merci. Pour votre précision, qui veut intervenir? Oui, bonjour, Océane Provost. J'aimerais savoir si dans l'une des organisations que vous représentez, messieurs, la Sargasse est sujet à études, développement concernant l'énergie, justement. On n'en a pas parlé, je voulais savoir si, à moins que ce soit top secret pour l'instant. Alors, à ce sujet, effectivement, il y a des études qui sont lancées, notamment dans la gestion des déchets. Alors, c'est vrai qu'on pourrait considérer la Sargasse comme une énergie marine. Il y a beaucoup de questions qui se posent face aux sargasses. Déjà, est-ce qu'il y a une pérennité dans l'arrivée des sargasses sur le territoire? Donc il y a une première étude sur ça, parce que si vous déployez une unité et puis finalement vous vous retrouvez à avoir des sargasses que tous les 5 ans où elles ne viennent plus, vous avez perdu de l'argent. Et puis de l'autre façon, alors c'est vrai que ces temps-ci on en a eu beaucoup. Dans les usines de traitement de déchets, il y a des sociétés qui ont déjà pris, alors ils vont prendre l'avion demain, qui vont aller, ils ont pris je crois 400, ils sont allés pêcher 400 kilos de sargasses
pour les traiter dans une usine pour vérifier si cette usine peut répondre à la problématique. Alors pas seulement des sargasses, mais aussi d'autres déchets, puisqu'il y a une vraie problématique de gestion des déchets en Martinique, mais ce n'est pas le thème du jour. Ces unités, alors on verra après justement les résultats des études, si ces unités sont capables donc de traiter la sargasse. Monsieur, là-bas. Merci. Je suis curieux de savoir, Jacques Jean-Marie Sainte, je suis curieux de savoir à propos du projet ETM. Ça me semble quand même un peu exagéré d'investir plus de 300 millions d'euros dans un projet qui finalement ne produira que 12 mégawatts d'électricité. Comment pouvez-vous justifier un tel investissement et combien d'années vous faudra-t-il pour faire un retour sur investissement ? Économiquement, ça me paraît totalement invraisemblable. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a effectivement, c'est pour ça que je le disais en toute transparence, on a des coûts qui sont très très chers puisqu'on développe tout le process industriel, donc qui relève vraiment là à la fois des matériaux, à la fois des études, etc. Donc, ce montant peut vous sembler disproportionné, mais comme je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est bien évidemment d'en faire un en Martinique, d'en faire. Quand on a fait une réunion avec les associations, notamment pour les informer sur le projet, on a même une association qui nous a demandé mais pourquoi on n'en ferait pas une dizaine sur la Martinique. Bon, on verra, on en discutera avec le directeur d'EDF. Mais l'objectif est bien de rentrer dans une phase d'industrialisation et de développement du projet sur d'autres territoires. Alors, je vais vous citer qu'un exemple. Il y a 3 mois maintenant, on a signé effectivement un accord, donc notre société a signé un accord avec l'équivalent d'EDF sur l'Indonésie pour développer 200 MW d'ETM. Donc on est déjà sur une autre phase. On vient également de signer un accord lors du déplacement du président de la République en Malaisie pour également développer l'ETM sur la Malaisie. Donc notre objectif à nous est bien de mettre en place ce dispositif industriel qui coûte cher. Je vous l'ai dit, ça coûte cher. Mais dès lors que le process sera mis en place, on aura des possibilités à la fois de produire plus, puisqu'on est sur des systèmes d'échangeurs. Donc sur la Martinique, il y aura 4 échangeurs qui seront mis en place pour les 10 MW. On peut très bien faire des plateformes avec 8 échangeurs. Donc on arrivera à terme à 20-25 MW d'installation. Et dès lors que le process est mis en place, on arrive avec des installations qui seront d'un coût qui seront beaucoup plus raisonnables. Mais comme dans toute expérience industrielle, en général, lorsqu'on se lance sur des projets, comme le disait M. Bellemare, on a défriché, on a pas mal défriché, et quand on défriche, ça coûte cher au départ. Voilà. Est-ce que vous voulez compléter la réponse ? Oui, je vais compléter la réponse parce que vous avez été abusé par ce qu'a dit AQO. Il vous a parlé d'une usine série. Or, c'est pas une usine série, contrairement à ce qu'il dit. Ça pourrait être éventuellement une pré-série, mais c'est plutôt l'intervalle entre un prototype de série ou une pré-série avec tous les frais de développement. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant, c'est qu'ils sortent des 300 millions, ce qui est la réalisation physique de l'usine qui sera transposable en Indonésie, etc. Et pour lesquels, j'espère, la région Martinique qui s'y est prêtée aura des retours sur investissement. Je crois que M. Bechgan réagit. Bon, je réponds à la fois en tant que directeur d'énergie de Martinique et en tant qu'ancien directeur de l'environnement à l'époque où on a fait la convention portant recherche et développement pour le prédimensionnement et la localisation d'une centrale énergie thermique des mers en Martinique. Portant recherche et développement pour la localisation et le prédimensionnement. Il y a eu 5 millions d'euros de dépenses en 2 phases. C'est ça. Dont 37% portés par des CNS et STX à l'époque. AQO n'existait pas dans le projet, hein. AQO existait déjà à l'époque. Il y a eu une vingtaine de pourcents collectivités locales et régions et institutions partenaires. Et le reste, c'est du FEDER. Je crois même qu'il y a moins que ça. Ça doit être 10% pour la région. Bon. Pourquoi on fait ça ? On fait ça déjà parce que y a un grand groupe français qui veut développer un projet innovant. Il nous dit qu'il va le faire en Martinique et on est ravis, en 2010, de voir ce projet arriver parce que jusqu'ici, on est le vilain petit canard des énergies renouvelables en France et que à l'époque, je vous cite des relations avec des investisseurs. À chaque fois que je vais voir quelqu'un pour lui dire il faut faire quelque chose en Martinique, on me dit mais vous, il se passe rien, c'est à La Réunion, c'est en Guadeloupe. Bon, alors si les gens veulent voir ça, on leur donne et ensuite on fait un peu plus local. L'investissement, l'argent que la région et que le FEDER ont dépensé servent principalement à la localisation et au prédimensionnement. On n'est pas sur du développement de technologie
On n'a pas payé la technologie. Il faut quand même 5 millions d'euros pour un projet comme ça. On n'est pas en train de développer la technologie puisqu'elle était déjà développée. La preuve, prototype à terre à La Réunion. Donc la technologie de production. Qu'est-ce qu'on a fait principalement? État des lieux environnemental. Il y en a pour 1,5 million. Des bateaux on connaît la zone par cœur et ça va servir à plein d'autres choses. D'ailleurs, ces résultats ont déjà été transmis depuis longtemps à l'UAG et à d'autres personnes. Et puis ensuite, vraiment, à un moment, il faut quand même mettre de quoi définir le cahier des charges de la centrale en Martinique. Où est-ce qu'elle va? Comment elle est connectée, etc. L'argent qu'a mis la région Martinique, c'est un investissement, effectivement, c'est vraiment une intention claire exprimée par nos élus, c'est de plus dépenser, c'est d'investir, se retrouvera sous la forme d'une prise de participation par Énergie de Martinique, qui est donc l'outil d'investissement de la région dans les énergies renouvelables, dans la structure qui portera le projet en Martinique. De là à ce qu'on touche des royalties sur de la techno en Indonésie, je pense qu'il faut savoir raison garder. Merci. Monsieur Collat, vous voulez faire une intervention sur ce sujet? Non, ça va. Est-ce que Anthony Nobour, vous voulez est-ce que monsieur, excusez-moi, juste sauf si vous voulez réagir sur ce point précis? Ce n'est pas une réaction, c'est une question. D'accord, je voulais. Et après, est-ce que monsieur Nobour est dans la salle? Oui, c'est vous? D'accord, très bien. Ghislaine Delaine, je voudrais revenir sur la question qui a été, à plusieurs reprises, elle a été abordée, mais pas vraiment développée. L'impact, quel serait exactement l'impact de l'utilisation, ou dans tout cas de l'échange de la température de l'eau, des eaux profondes, par l'exploitation des eaux profondes? Est-ce qu'il n'y aura pas en conséquence un impact qui serait un certain réchauffement de l'eau des côtes? Et qu'il y aurait donc un impact sur la faune et sur la faune le long des côtes de la Martinique? Et ensuite, est-ce que ce câble de haute tension dans la mer n'aurait pas un peu les mêmes effets que les câbles de haute tension dans l'air qui ont un impact sur l'élevage, sur les habitants autour de ces câbles? Alors, c'est justement tout l'objet des études qu'on a réalisées jusqu'à présent et qui montrent qu'on essaye justement d'avoir le niveau de connaissance le plus fin possible. Pour répondre à votre première question, l'eau qui va être puisée à 1000 mètres de profondeur ne va pas être rejetée à la surface. Donc cette eau-là va être également rejetée à un peu plus d'une centaine de mètres de profondeur. Pourquoi? Parce qu'on est à un niveau d'eau où il n'y a plus du tout de lumière. Donc on n'a aucun risque de photosynthèse, aucun risque qu'il puisse ensuite y avoir des impacts. Pour autant, malgré les études, et comme je le disais tout à l'heure, on est sur un process industriel, donc c'est une première mondiale, on n'a pas de retour à 100%. Donc ce qu'on a pris, nous, comme option, c'est dès lors qu'il y aura la mise en œuvre, pendant 5 ans, on va faire un suivi très très fin de ce qui va se passer. Et en fonction, bien évidemment, si jamais on voit qu'il y a quel que soit des impacts, quels qu'ils soient, on fera des mesures correctives. Vous inquiétez pas, les services de l'État seront largement derrière nous pour nous demander de le faire. Ensuite, par rapport... votre deuxième question, c'était quoi encore? Ah oui, alors le câble. Ouais. On n'est pas sur des câbles de haute tension. On est, comme on vous l'a dit tout à l'heure, la production c'est du 10 MW. On est sur un système de câble, la même chose, pour lequel on a bien évidemment travaillé, donc qui est un câble qui sera à peu près d'un diamètre d'une vingtaine de centimètres, avec des systèmes, des isolants, etc. Et là pareil, on estime, d'après les études qu'on a fait mener par des cabinets spécialisés en matière d'impact écologique, on estime que l'impact est quasi nul, voire mineur. Pour autant, pareil, on va quand même faire un suivi parce que pour l'instant, on n'a pas de retour d'expérience pareil sur ce même dispositif. Donc, voir si, par hasard, il y aurait de l'électromagnétisme. Et si on a première constatation, et éventuellement si on a, quel est l'impact vraiment sur la population existante sous-marine? Puisqu'il ne faut pas oublier que sur le terrain, nous sommes quand même le câble, pour une bonne partie, le câble sera donc en grande profondeur, donc à plus de 800 mètres. Et lorsqu'on va revenir vers la Terre, on va l'ensouiller quand même jusqu'à 300 mètres de profondeur, pour éviter justement tout problème, notamment avec la côte. Comme on le disait tout à l'heure, pour éviter les difficultés qu'on peut avoir vis-à-vis des pêcheurs ou ce genre de choses. Alors on va prendre encore 2 questions, 3 maximum. Un instant, juste pour que les personnes se préparent. Qui voudra? Donc Monsieur Tournier, je sais que vous voulez intervenir.
Juste pour que vous vous prépariez, qui sera la dernière personne ensuite? Personne? Non. Bon, Monsieur Tournier, Monsieur Collat, juste un instant. Je fais Monsieur Bechgan réagir. Après, donc vous allez intervenir et on terminera le débat. Bon, pour une fois, c'est pas Monsieur Bechgan, c'est vous, Monsieur Guyard. Pardon. Je croyais que c'était Monsieur. Oui, je voulais juste compléter pour répondre à Madame. Donc, il s'agit d'une station classée. Donc, non seulement une station classée, mais une Céveso. Donc, il y a tout un dossier d'autorisation préalable. Notamment dans le dossier, il y a études d'impact, il y a études des dangers et divers documents. Donc, c'est soumis à autorisation préalable du préfet qui va édicter un certain nombre de prescriptions pour limiter tous les impacts. Alors, vous avez soulevé les impacts principaux. Il ne faut pas oublier non plus les cétacés. Une installation, ça peut faire du bruit, ça peut perturber les cétacés. Donc là-dessus, des études, on va regarder de très près ces aspects-là. Il y a aussi un aspect risque qu'il ne faut pas cacher. On stocke de l'ammoniac. Donc c'est une Céveso. Et je rajouterais que c'est la première Céveso française, même européenne, puisque la directive est européenne, je ne peux pas dire aux États-Unis, je veux dire européenne, c'est la première Céveso en mer. Donc se posent des tas de questions comme l'ancrage va-t-il résister aux cyclones, par exemple. Vous voyez que le sujet est quand même pas simple. Et sur les impacts, effectivement aussi, le fait de remonter de l'eau et la rejeter pas à son niveau de température, je dirais, va nécessiter du suivi et des études préalables. Donc la réaction de M. Bechgan qui voulait bien réagir. Oui, alors pendant effectivement la convention de recherche et développement, il y avait un volet acceptation sociétale et scientifique. On a monté un comité scientifique. Alors je dis, de façon générale, je prends un parallèle rapide sur la question du véhicule électrique. Léla, en fait, t'as mis la caméra juste entre la dame et moi. Et à part là, c'est mieux. C'est bon. Donc, c'est comme le véhicule électrique. Aujourd'hui, on sait très bien le véhicule électrique, c'est propre, moins de pétrole, etc. Mais demain, les panneaux et les batteries, si on ne gère pas, c'est pas mieux. Et on va malheureusement apprendre en marchant. Excusez-moi. C'est très important. Alors, il y a quand même des impacts qui sont connus. Il y a eu des tests. Les Japonais, par exemple, ont simulé. Ils ont pris un moteur et puis ils ont fait remonter de l'eau. 2000 mètres, et on voit bien qu'on fait remonter des sédiments, on fait remonter des choses, et ça a multiplié la biodiversité sur zone. Donc il y a quand même un impact qui est connu, et en particulier les pêcheurs ont dit, mais attendez, votre truc là, ça va être un gros DCP, dispositif concentrateur de poissons. Or, c'est un Céveso, on n'est pas censé s'approcher. Alors, vous allez capter tous les poissons de la côte, et puis vous nous dites de ne pas venir à côté, il y a un souci. Donc c'est pour ça effectivement qu'on monte des démarches complexes en matière d'acceptation sociale, en matière d'acceptation sectorielle. J'enjoins toute personne intéressée à se rapprocher des associations environnementales qui sont, le terme c'est classé, certifié, agréé, merci. Agréé, puisque pour des raisons simples d'organisation et de moyens, lorsqu'on monte des démarches comme ça, on s'adresse à ces associations. La Sopamar est la plus connue, il y a Apnée, il y a, comment s'appelle celle de Boutrin, Puma, ça c'est une autre. Il y en a plusieurs, elles sont sur le site de la préfecture de mémoire. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elles parce que non seulement elles interviennent au moment des débats, mais en plus, souvent elles ont une mémoire des débats, puisqu'on leur a remis des documents et des dossiers, et donc vous pouvez les regarder, tous les regards sont importants. C'est vraiment, et sur ce sujet comme sur d'autres. Alors donc les deux dernières questions, Monsieur François Tournier, vous êtes pêcheur et armateur et porteur du projet de Tonnier du Futur, je vous en prie. Oui. Je reviens sur l'avant-dernière question. Je voudrais vérifier avec vous des ordres de grandeur. Parce que quand on est sur les énergies, on fait vite des erreurs de 10, de 100, de 1000. Alors, l'usine d'énergie thermique des mers, c'est donc 12 mégawatts. Ça marche 8000 heures par an. Et donc, ça fait environ 0,1 TWh de production électrique. C'est l'ordre de grandeur. Bon. Si j'ai bien travaillé, la production électrique en Martinique, c'est moins de 2 TWh. 1,6, 1,7, 1,8 environ. Donc 2, je ne me trompe pas. Cela veut dire qu'il faudrait 20 usines d'énergie thermique des mers pour produire l'énergie d'EDF, étant donné que c'est continu, donc ça marche. Bon. Deuxième volet maintenant. En Dominique, il y a le projet de géothermie profonde, 130 MW. Ça marche aussi 8000 heures, c'est-à-dire que là, ça produit par an 1 TWh. Donc 2 usines
comme en Dominique, et on a la production des 20 usines en question. Alors, ce que je voudrais savoir, comment fait-on le choix entre les projets? Pourquoi va-t-on d'un côté? Pourquoi ne fait-on pas des trous en Martinique pour être autonome enfin en énergie électrique? Monsieur Bellemare, puis Monsieur Guyard, ou Monsieur Guyard, puis Monsieur Bellemare. Je vais juste répondre. Énergie de Martinique a monté 2 sociétés en termes de géothermie. Donc Géothermie de Martinique et Compagnie Caribéenne de Géothermie, qui ont la volonté de faire des trous. On a même déjà déposé un dossier auprès de Monsieur Guyard, qu'on a retiré ensuite pour des raisons plutôt complexes, parce que, mine de rien, aller faire des trous sur la montagne Pelée qui est classée, ça y est, ça fait UNESCO, on ne va pas le faire n'importe comment. Oui, aujourd'hui la géothermie a plus de 3000 gigawatts en production dans le monde, donc c'est une technologie beaucoup plus stabilisée. Alors, est-ce qu'il faut arrêter d'innover? Parce que, la géothermie en Martinique, on a vraiment de la chance, on peut faire toutes les énergies. Après, on a un problème de conflit avec l'humain. Et on se souvient au bout d'un moment aussi qu'on fait l'énergie pour l'humain, donc bon, faut qu'on s'arrange. Mais il y a des îles de la Caraïbe qui n'ont pas de géothermie, par exemple, ou bien qui sont encore plus contraintes que nous, Saint-Barth, Barbade, par exemple, donc qui sont des territoires intéressants pour l'énergie thermique des mers. Il y a d'autres applications. Donc il y a un mélange subtil dans les politiques, à niveau national comme à niveau local, pour favoriser le développement de ce qui est connu et qui fait de l'emploi local, et en même temps coordonner ceci avec de l'innovation stratégique pour la nation française, tout en respectant les intérêts du territoire. Donc les modèles de financement ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il y a eu une longue phase de recherche d'investissements européens et nationaux. Les modèles de développement ne sont pas les mêmes et on ne peut pas les opposer. Par contre, comme vous l'avez dit, je doute qu'un jour il y ait 20 énergies thermiques des mers autour de la Martinique. En Indonésie, ils font 200 MW un jour. Aujourd'hui, GDF travaille déjà sur une centrale de 600 MW de géothermie. Donc voilà. Mais il ne faut pas opposer. C'est comme opposer le véhicule électrique et le véhicule thermique. Bon, donc on va prendre donc vous voulez réagir aussi? Oui, quelques compléments. Comme je le disais en introduction, la solution, c'est dans diverses énergies, même s'il y a un gros potentiel géothermique. D'abord, il n'est pas prouvé. Hein. Pour l'instant, on n'a pas fait les recherches pour caractériser les réservoirs. Donc, c'est prometteur côté Montagne-Pelée, c'est prometteur côté Anse d'Arlet. Et puis, je dirais aussi, les projets, c'est toujours la rencontre. Il ne suffit pas de bonne volonté. C'est souvent la rencontre avec des industriels ou des gens qui investissent, des investisseurs. Bon, donc ça reste entier. Là, je le dis là, à titre personnel, hein, on a la chance d'avoir 2 grands groupes français soutenus par l'Europe, ce qui fait qu'on va réussir. Enfin, moi, je suis très optimiste. Mais sur la géothermie, donc ça reste à prouver. Il y a encore une chose dont on n'a pas parlé, c'est la petite hydroélectricité. Hein, bon, là, le potentiel est vraiment petit. Il y a possibilité peut-être de faire 1 ou 2 microcentrales, mais après, il faut évaluer le coût environnemental, la rentabilité et le retour sur investissement. Laurent Bellemare, pour la dernière réaction. Un dernier point sur ça. Vous parlez de la Dominique. La Dominique, ce n'est pas chez nous. Donc déjà, la première chose, il faut savoir faire la part des choses entre les énergies qui sont chez nous et les énergies qui sont à la Dominique. C'est un État souverain qui peut faire les choix qu'il veut en matière de développement. C'est sûr que la Martinique et la Guadeloupe sont les plus proches clients, mais la Dominique pourrait décider d'utiliser cette énergie pour elle-même pour qu'elle dure plus longtemps. Donc là, il y a des vraies réflexions à mener, et ce qu'il faut retenir surtout, ce qui est important, c'est un mix énergétique. On ne va pas tout baser sur la géothermie, par exemple, et puis pour une raison ou une autre, parce que y a une rupture géologique, nous sommes dans une région sismique, est-ce que ça ne peut pas endommager un réservoir, etc. On attend un big one, donc on ne sait pas ce que ça peut entraîner au niveau géologique aussi. Donc ce qui est très important, c'est garder en tête qu'il faut conserver un mix énergétique et ne pas se baser sur une seule énergie. Alors donc dernière question ou intervention, François Collat, chef de la mission d'études pour la création d'aires marines protégées. Oui, merci de me donner la parole. Je voulais juste dire qu'évidemment, je trouvais ce projet très intéressant et
il y aura de toute façon un impact sur le milieu marin. Il n'est pas envisageable, je crois, aujourd'hui, de dire qu'un projet d'une telle ampleur n'aura pas d'impact sur le milieu marin. Reste à savoir, à le minimiser, à faire tous les efforts pour le minimiser, et à savoir quel il sera. Donc je prends note que le projet aura un suivi pendant plusieurs années, et c'est ça qui est intéressant et qui nous apportera sûrement des réponses dans ce domaine-là. Pour minimiser l'impact, il faudrait aussi le faire en nombre de kilowattheures, non pas constant, mais en nombre de kilowattheures diminuant. Il faudrait arriver à ce qu'on n'ait pas froid quand on va dans certaines réunions ici en Martinique. Est-ce que vous savez que c'est un pays où on vend de la couette ici pour dormir? C'est quand même assez extraordinaire. Bon. Voilà. Donc il y a, je crois, quelques kilowattheures qu'on pourrait facilement économiser et faire ces projets avec cet objectif-là aussi. Je suis sûr que les organismes dont vous faites partie ont ça en vue, de faire diminuer la consommation électrique, en tout cas au nombre d'habitants que nous sommes. Enfin, dernier point, puisque vous avez dit que je m'occupais ici du montage d'une aire marine protégée. Effectivement, je suis au montage d'un parc naturel marin, la construction d'un parc naturel marin tout autour de l'île de la Martinique. Et c'est une opération qui est conduite par le préfet de la Martinique. Et j'espère qu'elle va déboucher sur un projet qui sera mis à l'enquête publique en 2016. C'est un lieu où il y aura une gouvernance de la mer, et les projets dont on parle aujourd'hui, dont on a parlé tout à l'heure sur la déconstruction des bateaux, les projets là d'énergie thermique des mers ou d'autres projets en mer, les projets de câbles sous-marins, seront à soumettre à cette instance de gouvernance qui aura son mot à dire obligatoirement si le parc naturel marin se fait, bien entendu, ce qui n'est pas effectivement d'une totale certitude aujourd'hui. Je ne peux pas l'affirmer. Voilà, merci. Merci pour cette contribution. Nous allons interrompre cette table ronde, on va la terminer. En tout cas, elle était très enrichissante. Merci à tous nos intervenants, aux participants, très interactifs. On se retrouve à 14h pour la table ronde intitulée « Et si la mer était une terre d'élevage qui portera, malgré son nom, sur l'aquaculture et la pêche ».